Je me suis réveillé du coma dans une chambre vide. Pas de père, pas de frères et sœurs. Juste un mot de mon père, on a arrêté de payer. Bonne chance. J'ai pleuré pendant 1 heure. Puis mon avocat est entré, accompagné d'un homme en costume que je ne reconnaissais pas. Votre père a fait une erreur, a ricané l'avocat. Il a oublié qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Zora, j'ai 35 ans. Avant que je ne vous raconte comment j'ai racheté la dette de ma famille juste pour les expulser, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Mettez un like et abonnez-vous si vous avez déjà eu à rappeler à quelqu'un à qui il avait affaire. La première chose que j'ai remarquée, c'est la soif. Ma gorge semblait remplie de verre pilé. J'ai essayé de parler pour appeler ma mère, Bernardine, mais seul un râle sec est sorti. J'ai cligné des yeux sous les dures lumières fluorescentes, m'attendant à voir ma famille. Mon père, le révérend Jérémia, était un pilier de la communauté, un homme qui prêchait sur le caractère sacré de la famille chaque dimanche dans sa méga-église. Il serait sûrement ici, en train de prier à mon chevet. Mon frère Dante, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, serait sûrement en train de faire des blagues pour me réveiller. Mais il n'y avait personne. La chambre était stérile et froide. Elle sentait l'antiseptique et l'abandon. Une infirmière est entrée quelques instants plus tard. Son badge indiquait Sarah, et quand elle a vu mes yeux ouverts, elle a failli laisser tomber son presse-papier. Mais son expression n'était pas celle de la joie. C'était de la pitié. Une pitié profonde et inconfortable. Elle s'est précipitée pour vérifier mes signes vitaux, mais a évité de croiser mon regard. Où sont-ils, ai-je articulé d'une voix rauque, qui me semblait étrangère à mes propres oreilles. Où est ma famille? Sarah s'est mordu la lèvre et a hésité. Elle a sorti une enveloppe blanche de sa poche. Elle était déjà ouverte et semblait usée, comme si elle avait hésité à me la donner. Votre père a laissé ça, dit-elle doucement. Il a dit de vous la donner si jamais vous vous réveillez. Si, pas quand. J'ai pris le mot avec des doigts tremblants. L'écriture de mon père était déchiquetée et hâtive. Zora, si tu lis ceci, cela signifie que Dieu t'a accordé un miracle. Cependant, nous devons être réalistes. Le plafond de l'assurance a été atteint il y a des semaines. Nous ne pouvons pas mettre la famille en faillite pour une cause perdue. Dante a besoin de capital pour sa nouvelle entreprise, et Tiffany attend un enfant. Nous avons dû faire des choix difficiles. La chambre est nécessaire pour le bébé. Ne reviens pas à la maison. Nous avons tourné la page. Je suis sûr que l'État prendra soin de toi maintenant. Bonne chance, Jérémia. Il n'a même pas signé, papa. Il a signé, Jérémia. J'ai senti un coup physique dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec l'accident de voiture qui m'avait mis ici. Il m'avait rejeté. Je n'étais plus une fille. J'étais une charge financière qu'ils avaient radiée. J'ai regardé la date sur le mot. Il avait été écrit il y a 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'avais été seul dans cette chambre, luttant pour me réveiller pendant que ma famille était occupée à transformer ma chambre en chambre de bébé pour ma belle-sœur, Tiffany. La même Tiffany qui se moquait de mes cheveux naturels et m'appelait la bonne dans mon dos. La porte s'est rouverte et un homme en blouse blanche est entré. C'était le docteur Patel. Je me souvenais vaguement de lui avant l'accident. C'était lui qui avait encouragé mes recherches quand tout le monde me traitait de nerd. Ses yeux se sont écarquillés quand il m'a vu assise. Zora, a-t-il soufflé, laissant échapper un soupir de soulagement qui semblait personnel, pas professionnel. Vous avez défié tous les pronostics. J'ai levé le mot, ma main tremblant de manière incontrôlable. Ils m'ont laissé, docteur Patel. Ils m'ont juste laissé. Le docteur Patel a fermé la porte et s'est approché de mon lit. Son visage s'est durci. C'est pire que ça, Zora. Je dois vous dire quelque chose et ça va faire mal, mais vous devez connaître la vérité avant de prendre des décisions. Il a approché une chaise et s'est assis. Il y a 2 semaines, votre père et votre frère sont venus ici. Ils ne sont pas venus pour vous rendre visite. Ils sont venus avec un avocat. Ils ont demandé à l'hôpital de débrancher votre assistance respiratoire. L'air a quitté mes poumons. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont fait valoir que vous n'aviez aucune qualité de vie, a poursuivi le docteur Patel, sa voix tendue de colère contenue. Ils ont dit que c'était cruel de vous maintenir en vie, mais je leur ai montré vos scanners cérébraux. Je leur ai montré que vous présentiez des signes d'activité accrue. J'ai refusé de signer l'ordonnance.
Votre père m'a crié dessus dans le couloir. Il a dit que je lui coûtais sa retraite. Il a dit que je volais l'avenir de Dante en gaspillant de l'argent sur un légume. Un légume. C'est ainsi que mon père, l'homme de Dieu, m'appelait. Et Dante, mon frère, que j'avais aidé pendant ses études, que j'avais sorti de ses dettes 3 fois, était là et l'a laissé faire. Mais pourquoi, ai-je chuchoté? Pourquoi serait-il si désespéré de débrancher? Le docteur Patel a hésité, puis a soupiré. À cause de l'assurance vie, Zora. Si vous mouriez dans les 6 mois suivant l'accident, la somme versée était double. La date limite approchait. Il voulait l'argent. Je me suis senti mal. La nausée m'a envahi, violente et soudaine. Ils accordaient plus de valeur à ma mort qu'à ma vie. Ma mort était une source de revenus. Ma vie était une dépense. Et il y a encore une chose, a ajouté doucement le docteur Patel. Lorsque vous avez été admise, vous étiez inconsciente. Votre plus proche parent a donc obtenu une procuration d'urgence pour gérer vos frais médicaux. J'ai vérifié les registres ce matin en voyant que vous vous réveilliez. Votre compte d'épargne personnel, celui que vous m'aviez dit que vous constituiez pour votre laboratoire de recherche. Il est vide. Zora. Ils l'ont vidé. 150 000 $ envolés. J'ai fixé le mur blanc en face de moi. Cet argent représentait 10 ans de travail. 10 ans à vivre dans un petit appartement, à conduire une voiture d'occasion, à économiser chaque centime de mon salaire de data scientist. J'avais économisé pour créer mon propre laboratoire de biotechnologie. Et il l'avait pris. Probablement pour acheter à Dante une autre voiture de luxe qu'il accidenterait en un mois ou pour acheter à Tiffany plus de sacs de créateurs à exhiber sur Instagram. Je n'avais rien. Pas de maison, pas d'argent, pas de famille. J'avais 35 ans et j'étais complètement démuni. Je devrais signer les papiers pour l'établissement public, ai-je dit, ma voix morte. Je n'ai aucun moyen de payer la facture de l'hôpital. Elle s'élève à combien? 2,4 millions de $, a dit le docteur Patel. Mais Zora, ne signez rien pour l'instant. Il y a quelqu'un qui attend de vous voir. Il dort dans la salle d'attente depuis 3 jours, refusant de partir jusqu'à ce que vous vous réveilliez. J'ai froncé les sourcils. Qui? Je n'avais pas de petit ami. Mes amis s'étaient probablement éloignés après 6 mois de silence. Qui attendrait pour moi? Le docteur Patel est allé à la porte et a fait signe à quelqu'un d'entrer. Un grand homme aux cheveux argentés, dans un costume bleu marine impeccablement taillé, est entré. Il portait une mallette en cuir et avait l'air d'être le propriétaire de l'immeuble. Derrière lui se trouvait un associé plus jeune portant une pile de dossiers. Je l'ai reconnu instantanément. C'était Arthur Sterling, l'un des avocats d'affaires les plus impitoyables de la ville. Il avait la réputation de détruire des entreprises avant le petit déjeuner. Mademoiselle Zora, dit Sterling, sa voix douce comme de la soie. C'est un honneur de voir enfin ses yeux ouverts. Nous avons beaucoup de choses à discuter. J'ai tiré la fine couverture de l'hôpital jusqu'à mon menton, soudainement consciente de ma vulnérabilité. Je n'ai pas les moyens de vous payer, monsieur Sterling. Mon père a tout pris. Je n'ai plus un sou. Sterling a ri. C'était un son sec et aigu. Votre père a pris 150 000 $. C'est le prix d'un déjeuner, Zora. Il pense que vous êtes un fardeau. Il pense que vous êtes une scientifique ratée avec une pile de dettes. Il a oublié qui vous êtes vraiment. Il a oublié sur quoi vous travailliez la nuit de l'accident. L'accident? Ma mémoire a flashé. Je conduisais vers le bureau de poste. Il était tard. J'avais une grande enveloppe sur le siège passager. Je me dépêchais pour respecter la date limite de minuit pour un dépôt de brevet. L'algorithme Genome, une méthode d'édition des marqueurs génétiques qui pourrait guérir des maladies sanguines rares. J'avais passé 5 ans à le coder dans mon sous-sol pendant que ma famille se moquait de mon passe-temps. J'ai déposé le brevet, ai-je chuchoté. Est-ce qu'il a été accepté? Sterling a souri, et c'était le sourire d'un requin qui vient de sentir le sang. Il a fait plus qu'être accepté, ma chère. Le bureau des brevets l'a traité en urgence en raison de son impact potentiel. Pendant que vous dormiez, une guerre d'enchères a commencé. 3 grandes sociétés pharmaceutiques voulaient les droits exclusifs sur votre algorithme. En tant que votre mandataire légal désigné pour la propriété intellectuelle dans vos documents de dépôt, j'ai négocié en votre nom.
Il a posé la mallette sur le lit et a ouvert les loquets. Il a sorti un seul document et l'a brandi. C'était un contrat. Les chiffres en bas étaient stupéfiants. J'ai cligné des yeux, pensant que la commotion affectait ma vision. Ça dit 900 millions de dollars, ai-je dit. 900 millions, a corrigé Sterling. Après impôts, frais juridiques et création de votre holding. Et ce n'est que le paiement initial pour la licence exclusive, vous conservez la majorité des parts. Vous n'êtes pas seulement riche, Zora. Vous êtes un titan. Vous êtes l'une des femmes les plus riches de l'État. Je suis resté là, abasourdi. Mon cerveau ne pouvait pas traiter le changement. Il y a 5 minutes, j'étais sans abri. Maintenant, j'étais milliardaire. Mon père, Jérémia, pensait avoir gagné en volant 150 000 dollars. Il avait vendu son âme pour des miettes en laissant derrière lui une mine de diamants. Est-ce qu'il sait, ai-je demandé. Est-ce que ma famille sait? Sterling a secoué la tête. Non. Les négociations étaient strictement confidentielles. Pour le monde, vous êtes toujours Zora, la fille dans le coma avec des dettes médicales qui s'accumulent. Votre père pense que vous êtes son problème. Il n'a aucune idée que vous êtes sur le point de devenir sa propriétaire. Un calme glacial m'a envahi. Il a remplacé le chagrin. Il a remplacé la peur. C'était un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant. Le pouvoir. Un pouvoir absolu et terrifiant. J'ai pensé aux mots. Les serrures changées. La chambre donnée à Tiffany. La tentative de débrancher l'assistance. Le vol de mes économies. Ils m'avaient frappé quand j'étais à terre. Ils avaient essayé de m'effacer. J'ai regardé Sterling. Ne divulguez pas la nouvelle. Ne le dites à personne. Je veux que l'argent soit déplacé sur des comptes offshore et des sociétés écrans immédiatement. Je veux qu'une société soit créée, une qui ne puisse pas être retracée jusqu'à moi. Sterling a haussé un sourcil, intrigué. Et quel est votre plan, mademoiselle Zora? Vous pourriez acheter une île et disparaître. Vous n'auriez plus jamais à revoir ces gens. Non, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. C'est trop facile. Ils veulent un fardeau. Je vais leur donner un fardeau. Je rentre à la maison, monsieur Sterling. Mais je rentre en tant que la fille estropiée et fauchée qu'ils ont jetée. Je veux voir leur visage quand je supplierai pour de l'aide. Je veux voir jusqu'où ils iront pour me faire du mal quand ils penseront que je suis impuissante. Le sourire de Sterling s'est élargi. Vous voulez tendre un piège? J'ai hoché la tête. Je veux racheter leurs dettes. Toutes. L'hypothèque de la maison. Le prêt pour la voiture de Dante. Les privilèges sur l'église de mon père. Je veux posséder tout ce qu'ils pensent être à eux, et quand le moment sera venu, je veux être celle qui les expulse. Pouvez-vous faire ça? Sterling a refermé sa mallette avec un claquement satisfaisant. Considérez que c'est fait. J'aurai les papiers prêts pour demain. Nous allons structurer cela de sorte qu'une société holding acquiert leurs dettes. Ils ne sauront jamais que c'est vous jusqu'à ce que vous décidiez de faire tomber le coup près. Le docteur Patel semblait inquiet. Zora, vous êtes sûr de ça? Vous avez besoin de récupérer. Le stress pourrait être dangereux. J'ai regardé le médecin qui m'avait sauvé la vie. Le seul stress que je ressens, docteur Patel, c'est le poids de les laisser s'en tirer. Ils ont essayé de me tuer pour de l'argent. Maintenant, je vais utiliser l'argent pour leur montrer exactement ce que vaut ma vie. Je me suis rallongé contre les oreillers. Les larmes avaient disparu. Mes yeux étaient secs. J'ai regardé le mot froissé de mon père une dernière fois. Dieu a un plan pour toi, Zora, avait-il écrit. Il avait raison. Dieu avait un plan, et il impliquait 900 millions de dollars et un règlement de compte qui allait secouer les fondations de sa précieuse église. J'ai pris le téléphone que Sterling m'offrait. C'était un téléphone prépayé, intraçable. J'ai composé le numéro de mon père. Ça a sonné 4 fois avant qu'il ne décroche. Je pouvais entendre le bruit d'un club de golf frappant une balle en arrière-plan. Allô, a-t-il aboyé, l'air agacé. Papa, ai-je dit, faisant trembler ma voix pour paraître faible. C'est Zora. L'hôpital me met dehors. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, papa, j'ai peur. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis un soupir d'irritation pure. Je te l'ai dit, Zora,
on a arrêté de payer. Tu es seul maintenant. S'il te plaît, papa, ai-je supplié, forçant un sanglot. Juste pour quelques jours. Je peux dormir au sous-sol. Je ferai le ménage. Je ferai n'importe quoi. Ne me laisse pas mourir dans la rue. Je l'ai entendu couvrir le téléphone et chuchoter quelque chose à quelqu'un, probablement ma mère. Puis il est revenu en ligne. Bon, d'accord, mais ne t'attends pas à un comité d'accueil. Et tu travailleras pour gagner ta pitance. Tiffany a besoin de quelqu'un pour laver ses vêtements à la main. Sa peau est trop sensible pour la lessive en machine. Sois là à 18h. Ne nous fais pas attendre. La ligne est devenue silencieuse. J'ai baissé le téléphone et regardé Sterling. Il tapait déjà sur sa tablette, rachetant l'hypothèque de mon père. La partie avait commencé. Il pensait accueillir une servante. Il n'avait aucune idée qu'ils invitaient le bourreau dans leur maison. J'ai regardé mes jambes sous le drap. Elles étaient faibles après des mois d'inactivité, mais je les ai forcées à bouger. J'aurais besoin de béquilles, non pas parce que je ne pouvais pas marcher, mais parce que je devais avoir l'air pathétique. Je devais les amener à se sentir en sécurité dans leur cruauté. Car plus ils se sentiraient en sécurité, plus ils en révéleraient. Et je voulais tout voir. Je voulais voir chaque parcelle hideuse de leurs âmes avant de les détruire. Apportez-moi les béquilles, ai-je dit au docteur Patel. Et assurez-vous que mes papiers de sortie indiquent que je suis indigente. Je veux qu'ils pensent que je ne vaux rien. Sterling s'est levé et a boutonné sa veste. J'aurai la voiture prête. Et Zora, bienvenue dans le club des 1%. Ça va être une sacrée virée. J'ai souri pour la première fois en 6 mois. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire d'un loup dans la bergerie. Oh, ça va être amusant, ai-je dit. Pour moi. Pour eux, ça va être biblique. Le téléphone prépayé me semblait lourd dans la main alors que j'étais assise à l'arrière du véhicule de luxe que Sterling avait arrangé. Nous étions garés à un pâté de maison de l'hôpital, le moteur tournant silencieusement. Je devais changer de véhicule. Je devais changer de réalité. J'ai baissé les yeux sur les béquilles posées contre le siège en cuir. C'étaient mes accessoires, mon billet d'entrée pour la fosse au lion. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro de mon père. Ça a sonné 5 fois avant qu'il ne décroche. À travers le récepteur, j'entendais le bruit distinct d'un club de golf frappant une balle et les applaudissements polis de ses copains du country club. Allô, a-t-il aboyé, la voix pleine d'irritation. Qui est à l'appareil? Papa, ai-je dit, forçant ma voix à se briser. C'est Zora. C'est ça. Il y eut une longue pause suivie d'un soupir qui ressemblait à tout l'air s'échappant d'un pneu. Je croyais t'avoir dit de ne pas m'appeler sauf si tu étais en train de mourir, Zora. Je suis au 9e trou. Ils m'ont mise dehors, papa, ai-je menti, laissant un sanglot s'étrangler dans ma gorge. L'hôpital m'a renvoyé. Je n'ai nulle part où aller. Je suis assise sur le trottoir. S'il te plaît, laisse-moi juste rentrer à la maison. Je l'ai entendu couvrir le téléphone et marmonner quelque chose à son caddie. Puis il est revenu en ligne, son ton dégoulinant de venin. Nous n'avons pas de place pour toi. La maison est pleine. Tiffany a besoin de son espace. Je dormirai par terre, ai-je supplié, canalisant chaque once de désespoir que j'avais ressenti 6 mois auparavant. Je ferai le ménage. Je ferai la cuisine. Je ferai tout ce que tu veux. Ne me laisse pas dans la rue. Les gens vont voir, papa. La congrégation va voir. C'était le déclencheur, la réputation. Le révérend Jérémia ne pouvait pas avoir sa fille estropiée mendiant au coin de la rue. Ce serait mauvais pour son image de marque. Bon, d'accord, a-t-il lâché. Mais écoute-moi bien, Zora. Ce n'est pas un hôtel de charité. Si tu reviens, tu travailles. Tiffany est enceinte et elle en a marre de faire les corvées. Tu peux être sa bonne. Mais si je te vois te la couler douce ou si tu me coûtes un seul centime, je te jetterai dehors moi-même. Tu comprends? Oui, papa, ai-je murmuré. Merci. Il a raccroché sans dire au revoir. J'ai fixé le téléphone, mes yeux secs et froids. Il voulait une bonne. Je lui donnerai une bonne. Mais les bonnes voient tout. Les bonnes entendent tout. Et cette bonne possédait l'hypothèque de sa maison.
J'ai remercié le chauffeur de Sterling et je suis monté dans un Uber déglingué qui sentait le renfermé et les cigarettes. Ça faisait partie du costume. Alors que nous nous dirigions vers le quartier aisé où vivaient mes parents, j'ai regardé le paysage changer. Les maisons devenaient plus grandes, les pelouses plus vertes. Mon père avait acheté ce manoir il y a 3 ans en utilisant des fonds qui devaient aller au programme de sensibilisation des jeunes de l'église. Il appelait ça un presbytère. J'appelais ça une scène de crime. L'Uber s'est arrêté devant les grilles en fer forgé. J'ai payé le chauffeur avec l'argent que Sterling m'avait donné et j'ai attrapé mes béquilles. J'ai boitillé le long de la longue allée, traînant ma valise cabossée derrière moi. La maison était magnifique. Piliers blancs, et taillés au cordeau, une fontaine au centre de l'allée circulaire. C'était un palais bâti sur des mensonges. J'ai sonné. Un carillon mélodieux a retenti dans la maison. J'ai attendu. Finalement, la lourde porte en chêne s'est ouverte. Ma mère, Bernardine, se tenait là. Elle portait un cafetan en soie et son visage était couvert d'un masque d'argile verte. Elle m'a regardé non pas avec amour, mais avec l'agacement de quelqu'un dont la journée au spa avait été interrompue. « Tu es en avance », a-t-elle dit, sans bouger pour m'aider avec mon sac. « Ton père a dit que tu venais. Essuie tes pieds. Je viens de faire nettoyer les tapis. » Elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur, laissant la porte ouverte. J'ai eu du mal à soulever ma valise par-dessus le seuil, mes béquilles claquant contre le sol en marbre. J'étais à la maison. Le salon ressemblait à un musée. Meubles en cuir blanc, vases en cristal, tableau au cadre doré de mon père serrant la main de célébrités mineures. Et là, affalée sur le canapé sectionnel blanc, se trouvait Tiffany, ma belle-sœur. Elle installait une lampe annulaire et un trépied tenant un sac à main de créateur face à la caméra de son téléphone. « Salut les amis, bienvenue sur les trésors de Tiff », gazouilla-t-elle, arborant un faux sourire pour ses 300 abonnés. Aujourd'hui, nous déballons ce magnifique Louis Vuitton. Vous ne croiriez pas combien Dante a dépensé pour ça. Elle a arrêté d'enregistrer quand elle m'a vu. Son sourire a instantanément disparu, remplacé par une expression de pur dégoût. Elle a plissé le nez comme si elle sentait quelque chose de pourri. « Burke », dit-elle en posant le sac avec précaution. « C'est quoi cette odeur ? Tu sens l'hôpital et le désinfectant bon marché. Ne t'approche pas de mes meubles. » Je me suis appuyé sur mes béquilles en la regardant. Tiffany ne m'avait jamais aimé. Elle me trouvait ennuyeuse parce que je préférais les livres aux fêtes. Maintenant, elle me trouvait inférieure à elle. « Bonjour, Tiffany », ai-je dit doucement. Elle a agité une main devant son visage. « Sérieusement, Zora, va prendre une douche et ne touche à rien. C'est du cuir italien. Ça coûte plus cher que ta vie. » Juste à ce moment-là, la porte du garage s'est ouverte et mon frère Dante est entré. Il faisait tournoyer un porte-clés à son doigt. Il avait l'air bien. Coupe de cheveux chers, costume sur mesure, l'arrogance d'un homme qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Il s'est arrêté quand il m'a vu. « Eh bien, regardez qui voilà », a-t-il ri, mais sans chaleur. La morte vivante. Il s'est approché de moi, non pas pour me serrer dans ses bras, mais pour attraper mon sac à main. Il l'a ouvert et a commencé à fouiller dedans, juste devant moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé en reculant. « Je cherche de l'argent », a-t-il dit sans vergogne. « J'ai besoin d'argent pour l'essence de la Bentley. Papa a encore bloqué ma carte. Allez, Zora. Tu as dû économiser quelque chose sur le budget nourriture de l'hôpital. » Il n'a rien trouvé d'autre que quelques billets froissés et un tube de baume à lèvres. Il m'a jeté le sac à main avec dégoût. « Inutile », a-t-il marmonné. « Totalement inutile. Je ne sais pas pourquoi papa t'a laissé revenir. Tu n'es qu'une bouche de plus à nourrir. » Il s'est tourné vers Tiffany et l'a embrassée sur la joue. « Chérie, la Bentley est super, mais je dois mettre du super. Je peux t'emprunter ta carte ?» Tiffany a levé les yeux au ciel, mais lui a tendu une carte de crédit en platine. « Ne la vide pas cette fois, Dante. Je dois acheter des accessoires pour ma baby shower. » Il m'ignorait complètement. J'étais un fantôme dans la pièce. Un fantôme malodorant et gênant. J'ai ramassé mon sac et je les ai regardés. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas, conduisait des voitures qui ne leur appartenaient pas, vivait dans une maison qui m'appartenait. J'ai serré mes béquilles plus fort. « Profite de la Bentley, Dante », pensais-je.
car bientôt, tu prendras le bus. Maman est réapparue, essuyant le masque d'argile de son visage avec une serviette. Très bien, Zora. Installons-nous. Ne te mets pas à l'aise. Tu dors en bas. Je l'ai suivie vers le couloir où se trouvait ma chambre, mais elle est passée devant. Maman, c'est ma chambre, ai-je dit en montrant la porte. Plus maintenant, a-t-elle dit sans se retourner. C'est le studio de Tiffany maintenant. Elle a besoin de la lumière naturelle pour ses vidéos. Tu es au sous-sol. Le sous-sol? C'était une boîte de béton brut où nous gardions la machine à laver et les vieilles décorations de Noël. C'était humide, froid et ça sentait le moisi. Maman a ouvert la porte de l'escalier du sous-sol et a montré vers le bas. Il y a un lit de camp dans le coin. Il y a un évier si tu as besoin d'eau. Et Zora, ne monte pas sauf si tu fais le ménage ou la cuisine. Nous ne voulons pas te voir. J'ai regardé dans l'obscurité. C'était un donjon. Il me mettait dans un donjon. Merci, maman, ai-je dit, baissant la tête pour cacher le feu dans mes yeux. Merci de m'avoir accueilli. Elle a ricané. Ne me remercie pas, remercie la patience de ton père. Maintenant, va en bas et reste là jusqu'au dîner. Nous avons des invités. Tu pourras manger plus tard. J'ai descendu les escaliers en bois raide, faisant attention de ne pas glisser. Le sous-sol était glacial. Une seule ampoule nue pendait du plafond. Dans le coin, à côté de la chaudière bruyante, se trouvait un lit de camp rouillé avec un matelas fin et taché. C'était ma nouvelle maison. Je me suis assise sur le lit de camp et j'ai attendu. Au-dessus de moi, j'entendais leurs pas. J'entendais Tiffany rire. J'entendais Dante crier après un jeu vidéo. Ils vivaient leur vie comme si je n'existais pas. Les heures ont passé. Mon estomac gargouillait. L'odeur de viande rôtie descendait des bouches d'aération. Ail, romarin, bœuf cher. L'eau m'est venue à la bouche. Je n'avais rien mangé depuis la gélatine de l'hôpital ce matin. Finalement, la porte en haut des escaliers s'est ouverte. La silhouette de maman est apparue. Zora, monte nettoyer la cuisine, a-t-elle ordonné. Nous avons fini de manger. J'ai monté les escaliers. La cuisine était un désastre. Assiette sale, verre à vin avec des taches de rouge à lèvres, casserole et poêle avec de la nourriture incrustée. Sur le comptoir, poussé sur le côté près de la poubelle, se trouvait une assiette en carton. Dessus, il y avait une cuillerée de purée de pommes de terre froide et le cartilage et le gras coupé d'un steak. Un épi de maïs à moitié mangé se trouvait à côté. C'est pour toi, a dit maman en désignant l'assiette. Ne le gaspille pas. La nourriture coûte cher. J'ai regardé les restes. Il me nourrissait comme un chien. J'ai pris l'assiette et je me suis assise sur un tabouret dans le coin, me forçant à manger. J'avais besoin de force. De la salle à manger, des voix parvenaient. Mon père était rentré. Il parlait à Dante. J'ai mâché le gras froid et j'ai écouté. Nous avons des ennuis, mon fils. La voix de Jérémia était basse et urgente. Le bookmaker a encore appelé. Il dit que si nous ne payons pas les $50 000 d'ici vendredi, il va commencer à casser des jambes, et pas les tiennes. Les miennes. Je ne les ai pas, papa, a gémi Dante. J'ai tout perdu au match hier soir. Je pensais que l'écart était une valeur sûre. Espèce d'idiot, a sifflé Jérémia. Je t'avais dit que cet argent venait du fonds de construction. Si les diacres découvrent, je vais en prison. Nous avons besoin d'argent, Dante. Vite. Et Zora, a demandé Dante. Elle est fauchée, a craché Jérémia. Mais elle a un casier judiciaire vierge et un numéro de sécurité sociale. J'ai arrêté de mâcher. Je me suis rapproché de l'encadrement de la porte. À quoi tu penses, papa, a demandé Dante. J'ai un ami, a dit Jérémia, sa voix tombant à un murmure conspirateur. Un médecin. Il peut rédiger un rapport disant que Zora est mentalement incompétente à cause de l'accident, lésion cérébrale, incapable de prendre des décisions. Et alors? A demandé Dante. Alors, a poursuivi Jérémia, nous obtenons la tutelle complète, pas seulement une procuration d'urgence, le contrôle légal total. Ensuite, nous ouvrons des lignes de crédit à son nom. Nous les maximisons. Nous remboursons le bookmaker. Nous remboursons les arriérés d'hypothèque. Et quand les agents de recouvrement viendront,
tout sera sur elle. C'est elle la folle qui a dépensé l'argent. On l'envoie dans un établissement public et on s'en lave les mains. Je me suis figé. Mon sang s'est glacé. Ils n'allaient pas seulement m'utiliser comme bonne. Ils prévoyaient de me faire accuser de fraude. Ils allaient détruire mon crédit, mon nom et ma liberté pour se sauver de leur propre cupidité. Tiffany a gloussé. C'est brillant, Jérémia. Elle est déjà un zombie. Qui ne croirait pas qu'elle a perdu la tête? C'est parfait. C'est le seul moyen, a dit Jérémia. J'appelle le docteur Evans demain. Nous ferons l'évaluation ici, à la maison. Assure-toi qu'elle ait l'air terrible. Décoiffe-la. Enlève-lui ses béquilles. Il faut qu'elle ait l'air d'une folle. J'ai discrètement jeté l'assiette en carton à la poubelle. Je suis retourné à la porte du sous-sol, mon cœur battant contre mes côtes comme un marteau. Ils voulaient une folle. Je leur donnerais une folle, mais pas celle qu'ils attendaient. Je suis descendu et je me suis assise sur le lit de camp. J'ai sorti de la poche cachée de mon manteau trop grand le smartphone que Sterling m'avait donné. Il enregistrait. J'avais capturé chaque mot. J'ai appuyé sur « Enregistrer » et j'ai envoyé le fichier à Sterling. Puis j'ai tapé un message. Ils prévoient de me faire accuser de fraude et de me faire interner. Ils veulent utiliser mon identité pour payer des dettes de jeu. Une minute plus tard, Sterling a répondu « Reçu ». C'est une conspiration et une intention de commettre une fraude. On les tient. Reste calme. Laisse-les amener le médecin. Nous serons prêts. Je me suis rallongé sur le matelas sale. L'air froid et humide s'infiltrait dans mes os, mais je ne le sentais pas. Je sentais la chaleur de la rage. Ils allaient essayer de me vendre pour 50 000 $. Ils n'avaient aucune idée que j'étais assis sur une montagne d'or. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le bourdonnement de la chaudière. Qu'ils viennent, pensais-je. Qu'ils amènent leur médecin. Qu'ils amènent leurs mensonges. Je ne suis plus la victime. Je suis le témoin. Et le tribunal va bientôt siéger. J'étais allongé dans l'obscurité du sous-sol, écoutant la maison se calmer. Ma famille avait enfin cessé de célébrer leur génie à l'étage. Le silence était lourd et suffocant, rompu seulement par le goutte-à-goutte rythmé d'un tuyau qui fuyait quelque part dans l'ombre. Je serrais le téléphone prépayé contre ma poitrine, sentant sa chaleur comme un second battement de cœur. Je connaissais leur plan maintenant. Ils voulaient me déclarer incompétente. Ils voulaient effacer mon autonomie pour pouvoir utiliser mon crédit afin de sauver leurs propres décisions financières désastreuses. C'était une violation si profonde que j'en avais la chair de poule. Alors que je sombrais dans un sommeil agité, la porte en haut des escaliers a grincé. Une fente de lumière a percé la pénombre. J'ai fermé les yeux très fort, régulant ma respiration pour imiter un sommeil profond. Des pas lourds ont descendu les escaliers en bois. C'était mon père. Je pouvais sentir la fumée de cigare rassis et le scotch cher qui s'accrochait à ses vêtements. Il s'est arrêté à quelques mètres de mon lit de camp. Elle est complètement endormie, a chuchoté la voix de Dante depuis le haut des escaliers. Bien, a grogné Jérémia. Il s'est approché, son ombre tombant sur mon visage. J'avais besoin qu'il croie que j'étais brisé. J'ai laissé ma bouche légèrement ouverte et j'ai gardé mon corps mou. Il a donné un coup de pied dans le pied du lit de camp, pas assez fort pour me réveiller, mais assez pour montrer son mépris. Regarde là, a-t-il marmonné. Une perte d'espace. Dire que j'ai dépensé de l'argent pour des leçons de piano pour ça. Elle vaut 50 000 pour le bookmaker, papa, a sifflé Dante. Fais juste venir le médecin demain. Je sais, a sèchement répondu Jérémia. Le docteur Evans vient à midi. Il faut s'assurer qu'elle soit désorientée. Pas de nourriture demain matin. Peut-être glisser un petit quelque chose dans son eau. Il faut qu'elle bredouille. Du haut des escaliers, la voix de Tiffany a flotté, légère et cruelle. Assure-toi juste que ça marche, Jérémia. C'est notre dernière chance. C'est la dernière vache à lait du troupeau. Traite-la à sec et finissons. Je veux récupérer ce sous-sol pour le rangement. La vache à lait. C'est tout ce que j'étais pour eux. Pas une fille, pas une sœur, pas un être humain. Juste du bétail à abattre pour ses pièces. Jérémia a grogné en signe d'accord et s'est détourné. Les pas se sont éloignés en montant les escaliers et la porte a cliqué, me replongeant dans l'obscurité.
J'ai ouvert les yeux dans le noir complet. Les larmes me piquaient les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Il voulait me droguer. Il voulait m'affamer. Il me traitait comme un animal. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai touché le petit flacon de vitamines que le docteur Patel m'avait glissé avant que je ne quitte l'hôpital. Je ne boirai pas leur eau. Je ne mangerai pas leur nourriture. Je survivrai selon mes propres termes. Et quand le docteur Evans arriverait, il trouverait exactement ce qu'il cherchait, mais pas pour les raisons qu'il pensait. J'ai souri dans le noir, un prédateur attendant dans les hautes herbes. Tu veux une vache à lait, papa, pensais-je. Tu vas te prendre les cornes. Le lendemain matin a commencé par un réveil brutal. Un tas de soie et de dentelle a atterri sur mon visage, sentant le parfum cher et la sueur. Je me suis redressé en crachotant pour trouver Tiffany debout au-dessus de moi, les mains sur les hanches. Elle portait un survêtement en velours rose qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. « Réveille-toi, la belle au bois dormant », a-t-elle ricané. « Je veux que tu laves ça à la main. Et utilise la lessive spéciale. Si tu abîmes la dentelle, je te le ferai payer. » J'ai regardé le tas de lingerie sur mes genoux. C'était dégradant. Elle essayait de m'humilier pour me rappeler ma place. J'ai lentement rassemblé les vêtements, mes mouvements raides et exagérés. « Oui, Tiffany », ai-je marmonné, gardant la tête baissée. Elle m'a observé avec un regard de faucon alors que je me déplaçais vers l'évier. J'ai ouvert l'eau froide, le dos tourné vers elle. J'ai mis la main dans ma poche pour ajuster le téléphone prépayé, m'assurant qu'il était bien en place. Ce faisant, la lumière du matin filtrant par la petite fenêtre du sous-sol a frappé l'écran en cristal de saphir de l'appareil Vertu. Il a brillé d'un éclat indéniable, totalement déplacé dans le sous-sol sordide. Tiffany a halté. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis figé. J'ai essayé de remettre le téléphone dans ma poche, mais elle a été trop rapide. Elle s'est jetée en avant, m'attrapant le poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. C'est un Vertu, a-t-elle crié, les yeux écarquillés d'incrédulité. C'est un téléphone à 10 000 $. Où l'as-tu eu? Tu l'as volé? J'ai retiré mon bras brusquement, brisant sa prise. J'ai glissé le téléphone dans ma ceinture, caché sous mon pull trop grand. Ce n'est rien, ai-je dit, la voix basse. Juste une vieille contrefaçon. Mon œil, une contrefaçon, a craché Tiffany. Je connais le luxe, Zora. C'était du vrai titane. Tu nous as caché des choses. Tu as de l'argent, n'est-ce pas? Où tu te prostitues? Elle a de nouveau tendu la main vers moi, le visage tordu de cupidité. J'ai reculé, me pressant contre le mur de béton froid. Je devais l'arrêter. Si elle parlait du téléphone à Jérémia, il me fouillerait. Il trouverait la connexion avec Sterling. La partie serait terminée. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai abandonné mon jeu d'actrice. Les tremblements ont cessé. Ma posture s'est redressée. Touche-moi encore, Tiffany, ai-je chuchoté, ma voix glaciale, et j'enverrai les captures d'écran à Dante. Tiffany s'est figée, la main en l'air. De quoi tu parles? Je me suis approché, envahissant son espace personnel. Tyrell, ai-je dit, le coach personnel chez Equinox, celui avec les dreadlocks et le tatouage de papillon sur le cou. Le sang a quitté le visage de Tiffany, la laissant blafarde et grise sous son autobronzant. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Je suis au courant des séances tard le soir, a poursuivi Zora, ma voix calme et létale. Je suis au courant des chambres d'hôtel que tu réserves sous ton nom de jeune fille. Je sais que tu n'es pas enceinte, Tiffany. Tu prends juste du poids avec tout le service en chambre que tu commandes avec lui. C'était un pari, un risque calculé énorme basé sur un dossier que l'enquêteur privé de Sterling avait compilé en 12 heures. Mais la terreur dans ses yeux m'a dit que j'avais touché le jackpot. Tu es folle, a-t-elle balbutié en reculant. Le suis-je, ai-je demandé en inclinant la tête. Peut-être que je le suis. Peut-être que je ne suis qu'une invalide confuse avec des lésions cérébrales. Mais si Dante voit ces textos, il pourrait me croire. Il pourrait te larguer. Et alors, où seras-tu? De retour à la promotion du thé ventre plat sur Instagram pour 50 $ le post. Tiffany a regardé les escaliers, puis m'a regardé. La panique se mêlait à la haine dans ses yeux. Elle a pris une décision. Tu es folle, a-t-elle crié, sa voix stridente et cassée.
Tu as des hallucinations. Jérémia. Dante. Elle dit des folies. Elle est dangereuse. Elle s'est retournée et a grimpé les escaliers en courant, trébuchant sur ses propres pieds dans sa hâte de s'échapper. Je l'ai regardée partir, mon cœur battant contre mes côtes. J'avais joué une carte dangereuse, mais ça avait marché. Elle ne mentionnerait pas le téléphone. Elle se concentrerait sur ma décrédibilisation pour sauver sa propre peau, ce qui jouait parfaitement en faveur du plan de mon père. Je suis retourné à l'évier et j'ai plongé mes mains dans l'eau glacée, lavant son linge sale tout en planifiant comment le dévoiler au grand jour. 2 heures plus tard, la porte du sous-sol s'est de nouveau ouverte. Cette fois, c'était Jérémia. Il portait son habit du dimanche, un costume noir avec un col clérical. Il avait tout l'air du pieux homme de Dieu, prêt à servir les nécessiteux. Derrière lui se trouvait un homme petit et transpirant, avec une mèche rabattue et un tic nerveux à l'œil gauche. Le docteur Evans. Zora, a tonné Jérémia, sa voix résonnant dans le petit espace. Viens t'asseoir. Le docteur Evans est là pour t'aider. J'ai traîné les pieds jusqu'à la table pliante qu'ils avaient installée, mon langage corporel criant la soumission et la peur. Je me suis assise, rentrant les épaules. Le docteur Evans s'est assis en face de moi, ouvrant une mallette. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé Jérémia. Est-elle lucide? A-t-il demandé. Ça va et ça vient, a soupiré Jérémia de manière théâtrale. Elle criait des absurdités à ma belle-fille tout à l'heure. Des délires violents. Nous sommes très inquiets, docteur. Elle ne peut pas prendre soin d'elle-même. Elle ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Le docteur Evans a hoché la tête, sortant une pile de formulaires. Traumatisme typique du lobe frontal. Très triste. Zora, regarde-moi. J'ai levé les yeux, mon regard vide et absent. Sais-tu en quelle année nous sommes, a-t-il demandé. J'ai cligné lentement des yeux. C'est l'heure d'aller à l'école, ai-je chuchoté. Le docteur Evans a griffonné quelque chose. Désorienté, régressé. Zora, j'ai des papiers ici qui aideront ton père à prendre soin de toi. Tu veux que ton père prenne soin de toi, n'est-ce pas? J'ai regardé Jérémia. Il souriait, un sourire bienveillant de requin. Signe juste les papiers, ma chérie, a-t-il dit en me tendant un stylo. C'est pour ton bien. Nous voulons juste gérer tes affaires jusqu'à ce que tu ailles mieux. J'ai regardé le document. C'était une procuration durable accordant à Jérémia le contrôle total de mes finances, de mes décisions médicales et de ma succession. Si je signais, il pourrait légalement voler les 900 millions de dollars dès qu'ils arriveraient sur mon compte. J'ai attrapé le stylo, ma main tremblant violemment. J'ai hésité. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, ma voix gagnant une pointe de clarté. Pourquoi est-il écrit tous les actifs? Signe, c'est tout, a lâché Jérémia, sa patience s'effritant. Ne le lis pas. Signe, c'est tout. Mais, papa, ai-je dit en retirant ma main. Je ne comprends pas. Pourquoi as-tu besoin de mon argent? Tu as dit que tu en avais beaucoup. L'Église a des problèmes? Jérémia a frappé la table de sa main, me faisant sursauter. Le docteur Evans a tressailli. L'Église va bien, a rugi Jérémia. Il s'agit de toi. Tu es incompétente, Zora. Tu es brisée. Tu es un fardeau pour cette famille, et j'essaie de te sauver du caniveau. Maintenant, signe ce foutu papier. J'ai serré le stylo, le fixant. Mais mes économies, ai-je gémi. Tu as pris mes économies. Ce n'est pas assez? Assez. Le visage de Jérémia est devenu violet. Son masque de piété a complètement glissé, révélant le monstre avide qui se cachait en dessous. 150 000 ont payé l'aménagement paysager et la compte de Dante. C'est parti. Tu me dois, Zora. Je t'ai nourri. Je t'ai vêtu. Tu es mon investissement et je suis en train de l'encaisser. J'ai regardé le docteur Evans. Il fixait ses chaussures, faisant semblant de ne pas entendre l'aveu de vol. Tu penses que je suis un investissement, ai-je demandé, ma voix calme mais toujours dure. Je pense que tu es ma propriété, a hurlé Jérémia, se penchant par-dessus la table, sa salive volant sur mon visage. C'est moi qui t'ai faite. Tu m'appartiens. Tu es mon actif, Zora. Et j'ai le droit de te vendre comme bon me semble pour maintenir cette famille à flot.
Maintenant, signe le papier où je ferai en sorte que le docteur Evans t'interne à l'asile public cet après-midi. Voilà. L'aveu, la menace, la déshumanisation absolue. J'ai senti la vibration du téléphone dans ma poche, enregistrant chaque syllabe. J'ai laissé tomber le stylo. Il a claqué bruyamment sur le sol en béton. Non, ai-je dit. Jérémia s'est figé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux. Je ne signerai pas, Jérémia s'est jeté sur moi, ses mains se dirigeant vers ma gorge. Le docteur Evans s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Révérend, attendez, a crié le médecin. Jérémia s'est arrêté à quelques centimètres de mon visage, sa respiration haletante. Tu le regretteras, a-t-il sifflé. Tu souhaiteras être morte dans cette voiture. Il a redressé sa veste et s'est tourné vers le médecin. Rédigez le rapport, Evans. Elle est violente. Elle est un danger pour elle-même et pour les autres. Je veux qu'elle soit internée aujourd'hui. Le docteur Evans a hoché la tête, essuyant la sueur de son front. Je vais déposer l'ordonnance d'urgence immédiatement. Ils ont quitté le sous-sol en trombe, me laissant seul dans le silence. J'ai attendu d'entendre le clic de la serrure en haut des escaliers. Puis j'ai sorti le téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement. J'ai appuyé sur « Envoyer ». 10 secondes plus tard, Sterling a répondu « Nous avons tout ce qu'il nous faut. Le gala est ce soir. Prépare-toi, Zora. C'est l'heure du spectacle. » Je me suis levé et je me suis dirigé vers le coin de la pièce où j'avais caché ma réserve. J'ai sorti la housse à vêtements que Sterling avait fait passer avec les provisions. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, le tissu chatoyait, même dans la pénombre. Il était temps de me débarrasser de la peau de la victime. Ce soir, le monde verrait la vraie Zora, et mon père apprendrait que certains actifs sont trop volatiles pour être détenus. Jérémia a descendu les escaliers en bois menant au sous-sol, tenant une housse à vêtements comme s'il s'agissait d'un vêtement sacré. Son visage était empourpré par l'énergie maniaque d'un homme qui croit avoir déjoué le diable. Il n'a pas regardé les murs humides ni les tuyaux qui fuyaient. Il ne regardait que moi, son pion. Il a ouvert la housse et a jeté une robe sur mon lit de camp. Elle a atterri avec un bruit sourd, un tas de laine grise et informe qui sentait la naphtaline et le désespoir. On aurait dit un costume d'un film d'époque sur la Grande Dépression. Quelque chose conçu pour dépouiller celui qui le porte de toute dignité. Mais ça, a ordonné Jérémia, sa voix résonnant sur le sol en béton. Ce soir, c'est le gala du jubilé. Le fonds de construction de l'église est bas, Zora. Nous avons besoin de dons, et tu vas nous aider à les obtenir. J'ai tendu la main et j'ai touché le tissu rêche, laissant ma main trembler visiblement. Je ne comprends pas, papa, ai-je chuchoté, modulant ma voix pour paraître faible et confuse. Tu veux que j'aille à une fête? Tu as dit que j'étais une honte. Tu as dit que tu ne voulais pas que quiconque me voie. Tu es une honte, a-t-il ricané, retroussant sa lèvre. Mais ce soir, tu es une honte utile. La congrégation sait que tu as eu un terrible accident. Ils savent que tu as des lésions cérébrales. Ce soir, nous lançons le fonds de compassion. Je vais leur parler du fardeau de tes soins. Je vais leur dire combien il est cher de te maintenir en vie. Il s'est penché près de moi, son eau de colonne surpassant l'odeur de moisi du sous-sol. Nous savons tous où l'argent va réellement. Dan doit régler ses comptes avant que ces gens ne lui fassent du mal. Tu vas t'asseoir dans ton fauteuil roulant. Tu vas avoir l'air triste. Tu vas baver si nécessaire. Quand je t'appellerai sur scène, tu vas pleurer. Tu vas laisser tout le monde voir combien ton pauvre père se sacrifie pour prendre soin de sa fille légume. J'ai regardé la robe, puis lui. Il vendait mon traumatisme. Il monétisait ma douleur pour payer les dettes de jeu de son fils. La dépravation de la chose était presque impressionnante. Si tu fais du bon travail, a poursuivi Jérémia, sa voix baissant pour un pot de vin, si les plateaux de collecte reviennent pleins, je pourrais te laisser dormir sur le canapé ce soir au lieu de ce lit de camp. Peut-être même que nous augmenterons le chauffage. Tu comprends? Oui, papa, ai-je dit, baissant les yeux pour cacher la fureur froide qui y brûlait. Je serai sage. Tu as intérêt, a-t-il averti, se retournant pour remonter les escaliers. Sois prête à 17 heures. Et n'essaie pas de te coiffer. Plus tu auras l'air mal, plus ils donneront. Dès que la porte a cliqué et que ses pas se sont estompés dans le couloir, j'ai agi.
J'ai sorti le téléphone prépayé de la poche cachée de mon pull trop grand. J'ai tapé un seul message à Sterling. Le poisson a mordu. C'est ce soir. Sterling a répondu instantanément. L'équipe est en position. Tu as une fenêtre de 3 heures. Bonne chance. J'ai regardé l'heure. Il était 13 heures. Ma mère et Tiffany étaient parties au salon il y a des heures pour se faire coiffer et manucurer pour la grande soirée. Elles seraient parties pendant des heures, buvant des mimosas et bavardant. Dante était sorti pour faire nettoyer la Bentley, essayant de s'assurer qu'il aurait l'air d'un homme qui a réussi au gala. La maison était vide. Je me suis dirigé vers la petite fenêtre du sous-sol, en haut du mur. Je l'ai déverrouillée et ouverte. Dehors, dans l'étroite ruelle entre notre maison et la clôture du voisin, un SUV noir attendait. J'ai grimpé sur la machine à laver et je me suis faufilé par la fenêtre, me déplaçant avec une force et une agilité que j'avais cachées à ma famille pendant des jours. Mon corps était raide, mais l'adrénaline alimentait mes muscles. Le chauffeur a ouvert la portière arrière du SUV et m'a emmené. Nous nous sommes rendus à une entrée privée de l'hôtel Four Seasons où Sterling avait loué la suite Penthouse. Pendant les 2 heures suivantes, une équipe de stylistes d'élite s'est occupée de moi. Ils ont frotté la crasse du sous-sol de ma peau. Ils ont massé la tension de mes muscles avec des huiles chères. Ils ont coiffé mes cheveux en un carré lisse et puissant, assez net pour couper du verre, puis les ont soigneusement épinglés à plat contre ma tête et les ont recouverts d'une perruque emmêlée et qui démange, donnant l'impression que je ne m'étais pas lavé depuis des semaines. Ils ont appliqué un maquillage qui mettait en valeur mes pommettes et agrandissait mes yeux, mais l'ont ensuite recouvert d'une couche de poudre de théâtre pâle pour me donner un air maladif et décharné. C'était une masterclass de tromperie. Puis vint l'armure. Je suis entré dans la robe que Sterling avait procurée. C'était une pièce de haute couture d'une valeur de $50 000. De la soie bleu nuit cousue à la main, brodée de vrais diamants le long de l'encolure. Elle me seyait comme une seconde peau, puissante et élégante. Par-dessus ce chef-d'œuvre, j'ai enfilé le sac de laine gris que mon père m'avait donné. Il était lourd et chaud, mais il cachait parfaitement la soie et les diamants. J'ai glissé mes pieds dans des talons incrustés de cristal, puis je les ai recouverts de chaussettes orthopédiques épaisses et de chaussons moches à velcro. Je me suis regardé dans le miroir. À l'extérieur, j'étais une invalide brisée, un cas de charité. En dessous, j'étais une reine prête pour la guerre. Le chauffeur m'a ramené à la maison en vitesse. Je suis rentré par la fenêtre du sous-sol juste au moment où la porte du garage s'ouvrait, signalant le retour de Dante. Je me suis assise sur le lit de camp, arrangeant la robe grise pour qu'elle ait l'air aussi débraillée que possible. Quand Jérémia est descendu à 17 heures, j'étais assise là, fixant le mur d'un air absent. Bien, a-t-il grogné, m'examinant d'un œil critique. Tu as l'air terrible. Parfait. Allons-y, le trajet jusqu'à l'hôtel s'est fait en silence. J'étais assise à l'arrière du van, prise en sandwich entre Dante et Tiffany. Tiffany sentait la laque-chair et le désespoir. Elle n'arrêtait pas de vérifier son maquillage dans son poudrier, m'ignorant complètement. Elle portait une robe à paillettes dorées qui avait l'air bon marché sous les lampadaires. Dante tapait furieusement sur son téléphone, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation. Il vérifiait probablement les codes du prochain match, espérant regagner assez pour sauver ses rotules avant la fin du gala. Nous sommes arrivés à la salle de bal du Grand Hôtel. C'était une scène d'opulence absolue. Des lustres en cristal pendaient du plafond, jetant une lueur chaleureuse sur les couverts en or. La salle était remplie du gratin de la société d'élite noire, évêques, politiciens, chefs d'entreprise et leaders communautaires. Ils étaient tous là pour être vus et pour donner de l'argent au très estimé révérend Jérémia. Jérémia a grippé les poignées de mon fauteuil roulant, ses jointures blanches. Tu te souviens, a-t-il sifflé à mon oreille alors que nous approchions des portes. Pathétique, triste, brisé. Ne me fais pas honte, Zora. Il m'a fait entrer dans la salle de bal. Le brouhaha s'est calmé lorsque les gens nous ont remarqués. J'ai entendu les chuchotements se propager dans la foule. C'est sa fille? Celle qui a eu l'accident. Oh, la pauvre. Regarde-la. Elle a l'air affreuse. Le révérend est un saint de s'occuper d'elle. Je n'aurais pas cette force. Jérémia s'en est imprégné, hochant la tête solennellement à ses admirateurs, jouant à la perfection le rôle du père affligé et accablé. Il a navigué dans la salle, acceptant les condoléances et les louanges, serrant des mains et tapotant des dos. Il m'a garé dans un coin sombre près des portes de la cuisine,
loin des tables VIP et des fontaines de champagne. Reste ici, a-t-il ordonné. Ne bouge pas jusqu'à ce que je vienne te chercher. Et essaie de ne pas baver sur toi avant que les caméras ne tournent. Depuis l'ombre, je les ai observés travailler la salle. Dante serrait la main d'un banquier, riant trop fort. Son charme était poussé au maximum, essayant d'obtenir un prêt qu'il ne rembourserait jamais. Tiffany montrait son ventre de femme enceinte, se frottant le ventre de manière théâtrale chaque fois que quelqu'un la regardait, même si nous savions toutes les deux qu'il n'y avait rien dedans à part un oreiller et de l'ambition. Ma mère, Bernardine, tenait la cour près des centres de table, acceptant les compliments sur sa robe, que je savais qu'elle avait mise sur la carte de crédit de l'église. Puis je l'ai vu. Le docteur Patel. Il se tenait près du bar, mal à l'aise dans un smoking. Sterling avait arrangé son invitation, sachant que j'aurais besoin d'un visage amical. Il a balayé la salle du regard, ses yeux cherchant jusqu'à ce qu'il se pose sur moi dans le coin. Il a commencé à marcher vers moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Il a vu la robe grise, la posture avachie, la mauvaise perruque. Il pensait qu'il m'avait brisé. Il pensait que j'avais abandonné. Alors qu'il se rapprochait, j'ai lentement levé la tête. J'ai croisé son regard et lui ai fait un petit clin d'œil vif. Il s'est figé en plein mouvement. Puis un petit sourire entendu a touché ses lèvres. Il a hoché la tête une fois, a compris la mission, et s'est détourné, se mêlant à la foule. Il savait que la partie était lancée. Le piège était tendu. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre que le diable me tende le micro. Les lumières de la salle de bal se sont éteintes jusqu'à ce qu'un seul projecteur traverse l'obscurité, illuminant la scène centrale. Un silence est tombé sur la pièce alors que mon père, le révérend Jérémia, entrait dans la lumière. Il avait l'air las. Ses épaules étaient affaissées dans une posture de défaite étudiée. Il a ajusté le microphone et a laissé échapper un long soupir tremblant qui a résonné dans le système de sonorisation. Frères et sœurs, a-t-il commencé, la voix chargée d'émotion, je me tiens devant vous ce soir, humble serviteur, mais aussi père brisé. Vous connaissez tous la tragédie qui a frappé ma famille. Vous savez l'accident qui a pris ma fille vibrante et brillante, Zora, et n'a laissé qu'une coquille vide. Il a fait une pause, essuyant une larme inexistante de son œil avec un mouchoir en soie. Une vague de murmures sympathiques a parcouru la foule. Ce fut une épreuve, a-t-il poursuivi, sa voix gagnant en force, un test de foi comme aucun autre. Les factures médicales sont astronomiques. Les soins qu'elles nécessitent sont constants. Ma femme Bernardine et moi avons tout sacrifié, notre retraite, nos économies, notre tranquillité d'esprit, juste pour la maintenir dans le confort. Nous avons donné jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien à donner que notre amour. J'étais assise dans l'ombre, mes mains agrippant les accoudoirs du fauteuil roulant. C'était une masterclass de manipulation. Il se peignait en martyr tout en complotant activement pour me faire interner dans un asile. Mais nous ne nous plaignons pas, a dit Jérémia en levant les mains au ciel. Car c'est ce que fait une famille. Nous nous portons les uns les autres. Cependant, nous ne pouvons plus le faire seuls. Nous avons besoin de votre aide pour continuer ce ministère de soins. Nous avons besoin de votre soutien pour garder Zora en sécurité. Il a fait un geste vers le côté de la scène où Tiffany attendait. Faites-la entrer, a-t-il dit doucement. Laissez-les voir le visage de l'innocence. Tiffany a poussé mon fauteuil roulant en avant, dans la lumière blanche aveuglante. J'ai gardé la tête baissée, le menton rentré dans la laine rêche de la robe grise. J'ai laissé mon corps s'affaisser sur le côté, mes mains reposant mollement sur mes genoux. J'ai entendu l'inspiration collective du public. Il voyait une tragédie. Il voyait une femme brisée par le destin. Tiffany m'a garé à côté du pupitre. Elle m'a tapoté l'épaule avec une douceur condescendante qui m'a donné la chair de poule. La voici, a dit Jérémia en posant une main sur ma perruque emmêlée. Ma croix à porter. Ma bien-aimée Zora. Il s'est penché, le microphone près de mon visage. L'odeur de son eau de Cologne chère était suffocante. Parleur, ma chérie, a-t-il insisté, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Dis-leur combien nous t'aimons. Remercie Dieu et ta famille de t'avoir gardé en vie. Il a essayé de mettre le microphone dans ma main. Pendant un instant, je n'ai pas bougé. J'ai laissé le silence s'étirer, laissé la tension monter jusqu'à ce qu'elle soit presque palpable. La foule s'est penchée en avant, s'attendant à un murmure ou à un cri.
J'ai lentement tendu la main et j'ai pris le microphone. Ma prise était ferme. J'ai levé la tête. J'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra qui diffusait sur les écrans géants de chaque côté de la scène. Mes yeux étaient clairs, vifs et brûlés d'un feu qui avait été attisé pendant 6 mois. J'ai fixé Jérémia. Il a froncé les sourcils, la confusion vacillant dans ses yeux. Il a essayé de retirer le micro, mais je l'ai tenu fermement. J'ai posé mes mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant, et j'ai poussé. Je me suis levé. Un hoquet de stupeur a traversé la salle, fort et sec. Je me suis redressé de toute ma hauteur, la colonne vertébrale droite, le menton haut. J'ai repoussé les repose-pieds du fauteuil roulant. J'ai regardé les béquilles appuyées contre le pupitre et je les ai renversées d'un geste désinvolte de la main. Elles ont claqué bruyamment sur le sol de la scène. Jérémia a fait un pas en arrière, la bouche bée. Tiffany s'est figée, la main sur la bouche. J'ai levé la main et j'ai détaché la lourde cape de laine à mon cou. Je l'ai laissé glisser de mes épaules, s'accumulant sur le sol comme une peau morte. En dessous, la soie bleue nuit chatoyait sous les lumières de la scène. Les diamants brodés le long de l'encolure ont capté le feu du projecteur, envoyant des prismes de lumière danser à travers la pièce. La robe me seyait parfaitement, accentuant la puissance et la grâce. Je n'étais pas une victime. J'étais une vision de vengeance. Le silence dans la salle de bal était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Des centaines d'yeux étaient fixés sur moi, incapables de comprendre la transformation. L'invalide brisé avait disparu. À sa place se tenait une femme valant 900 millions de dollars, et elle en avait l'air. Le visage de Jérémia est passé de la confusion à la terreur. Il a regardé la robe, puis mon visage, réalisant trop tard que le jeu avait changé. Tiffany a laissé tomber sa flûte de champagne. Elle s'est brisée sur la scène en bois dur, le son comme un coup de feu brisant le sortilège. J'ai porté le microphone à mes lèvres. Ma voix ne tremblait pas. Elle a retenti dans les haut-parleurs, riche et impérieuse. Mon père a raison, ai-je dit, mes yeux ne quittant jamais le visage de Jérémia. Je dois dire merci. Je me suis tourné vers le public, balayant du regard les visages des gens qui m'avaient jugé, plaint et ignoré. Merci, papa, ai-je poursuivi, mon ton tombant à un froid mortel. Merci de m'avoir montré exactement à quoi ressemble un diable quand il porte un costume et se tient derrière une chaire. Jérémia s'est jeté sur moi. Donne-moi ce micro, a-t-il sifflé. Je l'ai esquivé facilement. J'ai levé la main gauche et j'ai claqué des doigts. Le signal a été instantané. Mon hacker, positionné dans la cabine technique, a coupé le flux des caméras en direct. Les écrans LED géants derrière moi ont vacillé et sont devenus noirs une seconde. Puis ils sont revenus à la vie, mais au lieu de mon visage, ils montraient une vidéo. L'horodatage datait de 2 semaines. Le lieu était le bureau du docteur Patel. Sur l'écran massif, le visage de Jérémia est apparu, déformé par la rage. Il hurlait sur le médecin. « Débranchez-la, idiot !» criait le Jérémia à l'écran. « Elle vaut plus morte que vive. La somme de l'assurance double si elle meurt ce mois-ci. Faites-le !» La salle de bal a éclaté. Des cris de choc et d'horreur ont rempli l'air. Jérémia s'est figé sur scène, fixant sa propre image monstrueuse. La vidéo s'est coupée. Une nouvelle image est apparue. C'était un relevé bancaire agrandi à 3 mètres de haut. Il montrait un virement de 150 000 $ de l'épargne de Zora Williams au compte courant de Dante Williams. À côté se trouvait un reçu d'un concessionnaire de voitures de luxe pour une Bentley Continental jetée. Dante, qui se tenait près des tables de devant, a laissé tomber son verre. Il a regardé autour de lui, affolé, réalisant que tout le monde le regardait. Je me suis avancé au centre de la scène. Jérémia était paralysé, sa réputation incinérée en quelques secondes. Mais je n'avais pas fini. Et n'oublions pas la belle-sœur aimante, ai-je dit, ma voix tranchant dans le bruit. L'écran a de nouveau changé. Cette fois, il n'y avait pas de vidéo, seulement de l'audio. Une forme d'onde dansait sur l'écran tandis qu'une voix passait par les haut-parleurs. C'était la voix de Tiffany, reconnaissable et stridente. « J'en ai tellement marre de ces gens, disait-elle. J'ai épousé Dante pour l'argent, pas pour la culture. Sa sœur n'est qu'une autre stupide fille noire qui se croit intelligente. J'ai hâte qu'on la jette dans une maison de retraite pour que je puisse transformer sa chambre en placard. Je déteste leurs cheveux. Je déteste leur nourriture.
Je déteste faire semblant d'aimer l'un d'entre eux. Le hoquet de la foule cette fois était différent. Il était en colère. Il était viscéral. L'élite noire de la ville ne prenait pas le racisme à la légère, surtout de la part d'une étrangère qui s'était mariée dans leur cercle. Tiffany se tenait près de la scène, son visage se vidant de toute couleur jusqu'à ce qu'elle ressemble à un fantôme. Elle a essayé de courir, mais a trébuché sur sa propre robe et est tombée lourdement. Je les ai regardés. Mon père, le meurtrier. Mon frère, le voleur. Ma belle-sœur, la bigote. Ils étaient mis à nu, leurs âmes laides exposées aux gens qu'ils essayaient désespérément d'impressionner. Tu voulais un spectacle, papa, ai-je dit dans le microphone. Tu voulais utiliser ma douleur pour faire du profit. Eh bien, voici la réalité. Je n'ai pas de lésion cérébrale. Je ne suis pas brisé. Et je ne suis certainement pas fauché. J'ai montré l'écran où la dernière diapositive est apparue. C'était un document d'approbation de brevet. Le titre disait « Algorithme d'édition du génome Z ». En dessous se trouvait l'évaluation, 900 millions de dollars. La salle est redevenue silencieuse, stupéfaite par l'ampleur du chiffre. Je possède ceci, ai-je dit, ma voix sonnant avec finalité. Je possède le brevet. Je possède l'argent. Et depuis cet après-midi, je possède l'hypothèque de cette église, l'acte de propriété de votre maison, et chaque dette que vous avez jamais signée de votre nom. Jérémia est tombé à genoux, non pas en prière, mais en défaite. Il a tendu la main vers moi, ses mains tremblantes. Zora, s'il te plaît, a-t-il supplié. Nous sommes une famille. Je l'ai regardé. Je ne sentais rien. Pas d'amour, pas de haine. Juste la froide indifférence d'une transaction commerciale conclue. La famille te protège, ai-je dit. Vous avez essayé de m'enterrer. Maintenant, descendez de ma scène. La salle de bal est tombée dans un chaos absolu. La vidéo du discours raciste de Tiffany tournait toujours en boucle sur les écrans latéraux tandis que l'écran central était figé sur l'image du reçu de la Bentley volée de Dante. Les donateurs, ces riches mécènes que mon père avait passé des années à courtiser, se précipitaient vers les sorties, leur visage tordu de dégoût. J'ai vu l'évêque Henderson, un homme qui m'avait baptisé, déchirer son chèque juste devant la scène et jeter les confettis aux pieds de mon père. Jérémia se tenait au milieu de la neige de papier, sa poitrine se soulevant. Le masque de l'homme saint s'était complètement désintégré, ne laissant qu'un animal acculé. Il a regardé le public, puis l'écran, puis moi. Ses yeux n'étaient pas remplis de remords. Ils étaient remplis d'une intention meurtrière. Espèce de misérable ingrate, a-t-il rugi, sa voix se brisant sans le microphone. Je t'ai donné la vie, et c'est comme ça que tu me rembourses. Il s'est jeté en avant. Il s'est déplacé plus vite que ce à quoi je m'attendais pour un homme de son âge, alimenté par l'adrénaline de la ruine totale. Il a franchi la distance entre nous en 2 foulées, ses mains se dirigeant vers mon cou, avec l'intention de me faire taire définitivement. Mais il ne m'a jamais atteinte. Mon garde du corps, l'homme que j'avais engagé sous le couvert d'un plombier, est sorti de l'ombre. Il a intercepté Jérémia sans effort, le projetant contre le pupitre avec un bruit sourd qui a résonné dans la salle. Resté à terre, révérend, a grogné le garde du corps, coinçant le bras de mon père derrière son dos. Jérémia s'est débattu, crachant des jurons qui feraient rougir un marin, mais il était maîtrisé. Dante, voyant son père neutralisé, s'est effondré. Il est tombé à genoux, son pantalon de costume cher se tachant sur le sol. S'il te plaît, Zora, a-t-il pleuré, des larmes coulant sur son visage, se mêlant à sa sueur. Arrête ça. S'il te plaît, arrête ça. Tu nous ruines. Tout le monde regarde. Regarde-les, Zora. Ils se moquent de nous. J'ai baissé les yeux sur mon frère. Il avait raison. Les gens ne partaient pas seulement. Certains filmaient. Les commentaires en direct sur les moniteurs latéraux défilaient si vite qu'ils n'étaient qu'un flou d'émojis de feu et de visages en colère. Je n'ai rien ruiné, Dante, ai-je dit, ma voix amplifiée et calme. J'ai juste allumé les lumières. Les cafards ont fait le reste. Depuis les coulisses de la scène, un mouvement a attiré mon attention. Arthur Sterling est entré sous les projecteurs. Il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait le chef de la police et une femme à l'air sévère tenant un portefeuille en cuir, la représentante de la banque. La cavalerie était arrivée, non pas pour sauver ma famille, mais pour l'enterrer.
La salle s'est calmée alors que Sterling s'approchait du microphone. Il a ajusté sa cravate, ayant tout l'air du requin des affaires qu'il était. Il a attendu que le dernier murmure s'éteigne avant de parler. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, sa voix projetant l'autorité, on vous a raconté une histoire ce soir. Une histoire sur un fardeau. Une histoire sur une fille invalide et sans défense qui a épuisé les ressources de sa famille. Cette histoire est un mensonge. Il m'a désigné. Mademoiselle Zora Williams n'est pas un fardeau. C'est une pionnière. Il y a 6 mois, avant l'accident qui a failli lui coûter la vie, Mademoiselle Williams a déposé un brevet pour l'algorithme d'édition du génome Z. C'est une percée qui va révolutionner le traitement des maladies génétiques du sang. Jérémia a cessé de se débattre contre le garde du corps. Il a levé les yeux du sol, son regard se rétrécissant. De quoi parle-t-il? A-t-il haleté? Sterling l'a ignoré, s'adressant à la foule. Pendant que sa famille complotait pour la déclarer incompétente et voler ses économies, l'industrie pharmaceutique était en pleine guerre d'enchères. Ce matin, les contrats finaux ont été signés. L'évaluation de la propriété intellectuelle de Mademoiselle Williams, y compris les droits de licence exclusifs et les options d'achat d'actions, s'élève à 900 millions de dollars. Le silence qui a suivi était lourd, physique. Il pesait sur les tympans. 900 millions de dollars. Le chiffre flottait dans l'air, scintillant comme un mirage. Jérémia est devenu mou. Sa bouche est restée ouverte. Sa cupidité court-circuitant momentanément son cerveau. Tiffany, qui avait essayé de s'enfuir en rampant, s'est arrêtée net. Mais c'est Dante qui a réagi le premier. Les larmes ont instantanément disparu. Un regard d'émerveillement avide a remplacé la peur sur son visage. Il s'est relevé en se dépoussiérant les genoux. 900 millions, a-t-il chuchoté, puis plus fort, 900 millions. Il m'a regardé et son visage s'est transformé en un masque grotesque d'affection fraternelle. Zora. Oh mon Dieu, Zora. Je le savais. J'ai toujours dit à tout le monde que tu étais un génie, n'est-ce pas, papa? Je t'avais dit qu'elle travaillait sur quelque chose de grand. Il a fait un pas vers moi, les mains tendues, paume vers le haut. Zora, petite sœur, on est riche. On a réussi. Tu nous as sauvés. Je savais que tu ne laisserais pas tomber la famille. Oublie tout le reste, d'accord? C'était juste le stress. On était tous stressés, mais maintenant on peut tout arranger. On peut acheter une nouvelle maison, une plus grande église. On va régner sur cette ville. L'audace était à couper le souffle. En l'espace de 10 secondes, il était passé de la supplication à la planification de la manière de dépenser mon argent. Il croyait vraiment que le sang, ou du moins sa proximité, lui donnait droit à mon empire. J'ai ri. C'était un son bas et froid qui a arrêté Dante net. Nous? Ai-je demandé, ma voix dégoulinant de mépris. Il n'y a pas de nous, Dante. Il n'y a que moi, et il y a toi, et nous sommes de côtés très différents du grand livre. Le sourire de Dante a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes une famille, Zora. Tu ne peux pas nous laisser derrière. Regarde-moi faire, ai-je dit. J'ai fait signe à la représentante de la banque. Elle s'est avancée, ouvrant son portefeuille. Tu vois, Dante, pendant que tu étais occupé à dépenser mes économies pour ta voiture, et que ton père était occupé à jouer le fonds de construction, j'étais occupé aussi. J'ai demandé à Monsieur Sterling de diversifier mon portefeuille, et ma première acquisition a été la dette. De la dette toxique, en difficulté. Spécifiquement, la vôtre. La femme m'a tendu une pile de documents. Je les ai brandis. Ceci est l'hypothèque du manoir où vous dormez. Elle avait 3 mois de retard. La banque était sur le point de saisir. J'ai racheté la créance. Ceci est le privilège sur la propriété de l'église. Jérémia l'a utilisé comme garantie pour des prêts à haut risque. J'ai racheté ça aussi. Et ceci, j'ai brandi un certificat de propriété, et le marqueur de ta dette de jeu, Dante. 50 000 $ dus à un homme nommé Knuckle. Je l'ai remboursé. Je possède cette dette maintenant. Jérémia s'est relevé sur ses genoux, le visage gris. Tu as racheté nos dettes. Pourquoi? Pour nous pardonner, Zora? C'est ça? C'est ton acte de charité chrétienne? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, papa.
Je ne l'ai pas racheté pour la pardonner. Je l'ai racheté pour l'exiger. J'accélère les prêts avec effet immédiat. Les yeux de Jérémia ont exorbité. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le fais. En tant que détentrice de la créance sur la résidence principale, j'exerce mon droit de saisie pour violation de la clause de moralité du contrat. Oui, il y en avait une pour défaut de paiement. J'ai regardé ma montre. Il est 21 heures. Vous avez exactement 30 minutes pour quitter ma propriété. Cela inclut le manoir, l'église et la Bentley, qui, soit dit en passant, a été achetée avec des fonds volés et est maintenant une pièce à conviction. Si vous n'êtes pas hors des lieux dans 30 minutes, le chef de la police ici présent m'a assuré que vous serez arrêté pour violation de propriété. Dante a regardé le chef de la police, qui a hoché la tête d'un air sombre, la main sur son étui. Mais nous n'avons nulle part où aller, a balbutié Dante. Nous n'avons pas d'argent. Vous avez les vêtements que vous portez, ai-je dit, et vous avez votre santé. C'est plus que ce que vous m'avez laissé. Sortez. Sortez de ma vue avant que je ne change d'avis et que je vous fasse arrêter ici même sur cette scène. La salle a de nouveau sombré dans le chaos, mais cette fois, c'était différent. C'était le son d'un royaume qui s'effondre. Jérémia a poussé un hurlement de désespoir qui ressemblait moins à un homme qu'à une bête prise au piège. Je leur ai tourné le dos, regardant sur l'écran géant la sécurité traîner ma famille hurlante vers la sortie. Le spectacle était terminé. La dette était payée. Et j'étais enfin libre. Le chaos dans la salle de bal est passé d'un rugissement au son mécanique précis de la justice en action. Le chef de la police s'est avancé et 2 officiers en uniforme ont flanqué mon père. Jérémia a essayé de redresser sa colonne vertébrale, de convoquer une dernière fois l'autorité de la chair, mais l'illusion avait disparu. Il n'était qu'un homme dans un costume cher acheté avec de l'argent volé. Le chef a récité les accusations d'une voix forte et claire. Jérémia Williams, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, détournement de fonds caritatifs et tentative de meurtre. La foule a halté à la dernière accusation. Le témoignage du personnel infirmier concernant votre tentative de débrancher l'assistance respiratoire a été corroboré. Le visage de Jérémia est devenu flasque. Le combat l'a quitté. Alors que les menottes métalliques se refermaient sur ses poignets, il semblait petit et pathétique. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé le sol, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse que personne n'écoutait plus. Ils l'ont fait sortir par la sortie latérale, loin des caméras, mais pas assez vite pour manquer les gyrophares des voitures de patrouille qui attendaient dehors. Dante a essayé de profiter de la distraction pour s'éclipser. Il a sprinté vers les portes principales du hall, les yeux fixés sur le stand du voiturier où il pensait que son véhicule de fuite attendait. Je l'ai regardé courir. Je savais ce qu'il attendait. Il a franchi les portes doubles du hall et s'est arrêté net. Debout près du bureau du voiturier se trouvaient 3 grands hommes en blouson de cuir. Ce n'étaient pas des policiers. C'étaient les agents de recouvrement, les associés de l'homme nommé Knuckle. Dante est devenu pâle. Il a cherché ses clés, mais un voiturier s'est avancé et a secoué la tête, montrant une dépanneuse qui hissait déjà la Bentley sur son plateau. Cette voiture est une preuve de vol qualifiée, a crié le chef de la police, suivant Dante dans le hall. Elle a été saisie. Dante a regardé les policiers, puis les agents de recouvrement. Il était piégé entre la prison et la douleur. Il s'est retourné, cherchant dans la pièce jusqu'à ce qu'il me voie à l'entrée de la salle de bal. Zora, a-t-il crié, sa voix se brisant de terreur. Zora, s'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Paie-les. Tu as l'argent. Nous sommes du même sang. Je l'ai juste regardé. J'ai regardé les agents de recouvrement s'avancer, leur visage sombre. J'ai regardé la police intervenir, non pas pour le sauver des usuriers, mais pour l'arrêter pour sa part dans la fraude. Dante est tombé au sol, sanglotant comme un enfant, frappant des poings contre le carrelage en marbre. C'était une crise de colère d'un homme à qui on n'avait jamais dit non. Puis il y avait Tiffany. Elle était toujours par terre dans la salle de bal, essayant de sauver son image. Elle avait sorti son téléphone et commencé une diffusion en direct, espérant faire tourner le récit à ses abonnés. Les amis, sanglotait-elle devant la caméra en essayant de trouver la bonne lumière, vous ne croiriez pas ça. Ma belle-sœur nous attaque. Elle est mentalement instable. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. S'il vous plaît, faites un don à mon fonds de défense juridique. Je me suis approché d'elle. Les talons de mes chaussures claquaient sèchement sur le parquet.
Je me suis tenu au-dessus d'elle, projetant une longue ombre. Lis les commentaires, Tiffany, ai-je dit. Elle a regardé son écran. Ses yeux se sont écarquillés. Les cœurs et les likes qu'elle attendait étaient remplacés par un torrent d'émojis en colère. Le chat défilait si vite que c'était un flou, mais les mots étaient clairs. Voleuse, menteuse, raciste, tu le mérites. Ses abonnés, le public pour lequel elle vivait, s'étaient retournés contre elle. Je me suis penché. Donne-moi le sac. Quoi? Elle serra le sac de créateur contre sa poitrine. Le sac, ai-je répété. Et les chaussures, et les boucles d'oreilles. Ils ont été achetés avec l'argent que tu as volé de mon compte d'épargne. Cela en fait des biens volés. Donne-les ou je t'ajoute au rapport de police. Tiffany a regardé les officiers qui l'observaient de près. D'une main tremblante, elle a enlevé les boucles d'oreilles en diamant. Elle a débouclé les chaussures. Elle a tendu le sac. Elle est restée assise là, pieds nus et sans accessoires. Son empire factice dépouillé. Sors, ai-je dit. Elle s'est relevée en hâte et a couru vers la sortie, pieds nus sur le sol froid, son téléphone toujours serré dans sa main, diffusant son humiliation au monde entier. Je suis sorti du hall de l'hôtel et l'air frais de la nuit m'a frappé le visage. C'était comme la première bouffée d'air que je prenais en 6 mois. Les sirènes s'estompaient au loin, emportant mon père et mon frère. Le bruit du gala était derrière moi. Une élégante Rolls-Royce Phantom noire s'est arrêtée au bord du trottoir. Ce n'était pas une location. C'était mon premier achat en tant que femme libre. Le chauffeur a ouvert la portière arrière. J'ai fait une pause et j'ai regardé l'hôtel une dernière fois. J'ai senti une douleur fantôme dans ma poitrine, les derniers vestiges de la petite fille qui voulait juste que son papa l'aime. J'ai laissé le sentiment m'envahir, je l'ai reconnu, puis je l'ai laissé partir. Cette petite fille est morte dans le coma. La femme qui s'est réveillée avait du travail à faire. Le docteur Patel est sorti en courant de l'entrée de l'hôtel. Zora, attends. Je me suis retourné. Il semblait déplacé dans le chaos, son nœud papillon de smoking défait. Tu pars, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Le spectacle est terminé, docteur. Il a regardé la voiture, puis moi. Que allez-vous faire maintenant? J'ai sorti une épaisse enveloppe de ma pochette. Je la lui ai tendue. C'est pour vous, ai-je dit. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque. Il a fixé le montant, les yeux exorbités. Zora, c'est 5 millions de dollars. C'est pour l'hôpital, ai-je dit. Spécifiquement pour l'aile de neurologie et pour les infirmières qui m'ont bien traité. Assurez-vous que Sarah obtienne une augmentation. Et docteur, il y a aussi une réservation à l'intérieur. Dîner demain soir. Demain. Le meilleur restaurant de la ville. J'aimerais discuter d'un investissement dans vos recherches. Vous avez été le seul à vous battre pour mon cerveau. Je pense qu'il est temps de voir ce que nous pouvons construire d'autre ensemble. Le docteur Patel m'a regardé, un sourire se propageant sur son visage fatigué. J'aimerais beaucoup ça, Zora. Je suis monté dans la voiture. Le cuir était doux, l'intérieur silencieux. Alors que nous nous éloignions du trottoir, j'ai regardé les lumières de la ville défiler devant les vitres teintées. J'ai vu l'horizon de la ville qui avait essayé de m'écraser. Il avait l'air différent maintenant. Il ressemblait à un échiquier, et j'étais enfin la reine. La voiture a glissé vers le quartier financier. J'avais demandé au chauffeur de m'emmener à mon nouveau bureau. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de me tenir dans l'espace qui était vraiment le mien. Nous sommes arrivés au gratte-ciel que Sterling avait obtenu. La montée en ascenseur jusqu'au dernier étage était douce et rapide. Les portes se sont ouvertes sur une vaste suite de bureaux avec des fenêtres allant du sol au plafond. La vue était à couper le souffle. Je pouvais voir toute la ville s'étendre en dessous de moi, une grille de lumière et de possibilités. Je me suis dirigé vers le bureau en verre massif et je me suis assise sur le fauteuil. Il a pivoté silencieusement. J'ai pris une tablette qui m'attendait. Elle affichait mes comptes. Les chiffres étaient réels. 900 millions de dollars et en augmentation. J'ai pensé à Jérémia assis dans une cellule de détention en ce moment même, dépouillé de son costume et de sa dignité. J'ai pensé à Dante confronté à une vie de dette et de peur. J'ai pensé à Tiffany réalisant que sa monnaie sociale ne valait rien. Ils avaient parié contre moi. Ils avaient parié que le sang me rendrait faible.
Ils avaient parié que je désirerais leur approbation plus que ma propre survie. Ils avaient tort. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, posant ma main contre le verre froid. En dessous de moi, la ville dormait, inconsciente du monstre qui venait de naître dans le Penthouse. Les gens disent toujours que les liens du sang sont plus forts que tout, ai-je dit à voix haute, ma voix résonnant dans le bureau vide. C'est un mensonge que nous nous racontons pour justifier la douleur que la famille nous inflige. Nous les laissons nous vider parce que nous partageons un nom. Nous les laissons nous tuer lentement parce que nous partageons une histoire. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. La robe bleue nuit chatoyait. Mes yeux étaient des pierres dures et sombres. Mais parfois, ai-je poursuivi, un sourire touchant mes lèvres, le sang n'est qu'une chose qui attire les requins. Ma famille a senti le sang dans l'eau quand j'étais malade. Ils pensaient qu'ils étaient les prédateurs. Ils sont venus se régaler de ma carcasse. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai regardé la table de la salle de conférence vide. Ils ont oublié une chose. Je ne suis pas l'appât. Je ne l'ai jamais été. Je me suis rassis au bureau et j'ai ouvert le dossier intitulé « Acquisition ». Je suis le requin, ai-je chuchoté. Et maintenant, c'est mon océan. J'ai tapé sur l'écran, lançant la saisie de ma maison d'enfance. Au revoir, famille. Affaire conclue. Cette histoire nous enseigne une leçon brutale mais nécessaire. La famille se définit par la loyauté et l'amour, pas seulement par le sang. Le parcours de Zora prouve que votre véritable valeur n'est jamais déterminée par ceux qui vous sous-estiment ou vous abandonnent. Parfois, les personnes censées vous protéger sont celles dont vous avez besoin de protection. La vengeance ultime n'est pas la violence, mais une réussite indéniable et la force de s'éloigner de la toxicité. Nous devons apprendre à construire nos propres empires et réaliser que nous sommes les architectes de notre propre destin. Si vous avez déjà eu à reconstruire votre vie après une trahison, mettez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience et de justice.